J'ai trouvé une de ces montres avec 100 rubis. Elle doit être méga précise. Et seulement pour 500 balles. Non, je crois que t'as rien compris à comment fonctionnent les rubis dans les montres. Mais je pense qu'on tient un bon sujet pour aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel horlogisme. Aujourd'hui, on va débunker la croyance populaire qui dit que plus une montre a de rubis, plus elle est précise et du même coup chère. Et on parle pas de ces magnifiques montres couvertes de rubis et autres pierres précieuses, de la tête aux pieds, qui elles, premièrement, valent une fortune, mais qui en plus n'ont qu'une utilité esthétique, quoi. Et encore, on est vraiment sur une question de goût, et je dois dire que personnellement, je trouve ça vraiment too much. Bon, premièrement, on va peut-être expliquer pourquoi il y a des rubis dans les montres, et surtout à quoi ils peuvent bien servir. Ceux-ci sont apparus pour la première fois dans les montres de poche, bien avant que les montres bracelets n'existent. On vous fera un de ces quatre l'historique complet de l'évolution des pendules jusqu'aux montres actuelles, mais pas maintenant. Car il y en a en tout cas pour une vidéo, si c'est pas plus. D'ailleurs, si ce genre de vidéo vous intéresse, dites-le nous en commentaire, histoire qu'on la fasse pas dans 5 ans. Donc avant ce discret forçage, t'étais pas en train de parler de montre de poche ? Ouais, c'est pas faux. Ah, c'est pas faux. Donc, comme je m'apprêtais à le dire, les premières montres de poche ne possédaient pas de rubis et pourtant ça les empêchait pas de fonctionner. Et pour certaines, de manière même très précise. Typiquement, les premières montres faites par Abraham Louis Breguet n'en possédaient pas, et pourtant, qu'est-ce qu'elles fonctionnaient bien. C'est pas pour rien qu'il est presque considéré comme un dieu par beaucoup d'horlogers. Alors peut-être pas un dieu, mais en tout cas un sacré génie. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on fasse un point technique pour comprendre l'utilité des rubis, vu qu'on arrive à faire des montres qui fonctionnaient très bien sans. Dans une montre, on trouve énormément de pièces en mouvement, ce qui a pour effet de générer des frottements. Donc c'est parti pour un petit peu de physique. Selon la définition, le frottement c'est une force qui vient s'opposer au mouvement lorsque deux surfaces sont en contact. Et c'est un problème dans tout ce qui est mécanique, car cette force crée des pertes d'énergie plus ou moins conséquentes. Le frottement dépend aussi beaucoup de la matière et de son état de surface. Par exemple, une pierre lisse et polie va être plus glissante qu'une pierre brute et rugueuse. C'est comme lorsqu'on vient poncer du bois avec un gros grain typiquement du 40, on va enlever beaucoup plus de matière qu'avec un papier de 100. Et dans ce cas-là, c'est la force de frottement qu'on utilise à notre avantage. Du coup, quand on veut que deux pièces tournent ensemble avec le moins de pertes possible, on cherche à venir diminuer cette force au maximum. Oui, dans l'idéal, on souhaiterait supprimer les frottements, mais en pratique, c'est pas possible. Les scientifiques ont donc tenté de comprendre qu'est-ce qui provoque cet effet. Et histoire de placer le terme exact, la science qui étudie les frottements et l'usure s'appelle la tribologie. À noter encore que quand on parle de frottement, il faut aussi prendre en compte l'environnement. S'il y a de l'humidité, de la pollution, un lubrifiant, etc., etc. Et les conditions mécaniques. Le poids exercé sur la surface, la vitesse, ou encore si ça bouge souvent ou pas. Pour en revenir aux horlogers, la première méthode utilisée pour diminuer les frottements dans les rouages, ça a été d'utiliser du bois. On n'a pas dit que c'était pas une bonne idée de picoler avant de faire une vidéo. C'est pas... Non, mais je suis sérieux, hein. L'inventeur du premier chronomètre de marine, John Harrison, a créé sa première pendule avec un bois tropical qui sécrétait naturellement sa propre huile. Et le plus fou, c'est que cette pendule fonctionne toujours et se trouve au manoir de Brocklesby Park. Ce qui nous permet d'arriver réellement à la première méthode pour diminuer les frottements, c'est d'utiliser de l'huile. Pour la petite info historique, c'est Julien Leroy qui fut le premier à mettre de l'huile dans un chronomètre de marine. Et à cette époque, on va pas vous le cacher, c'était des huiles d'origine végétale ou animale. T'es sûr que t'es pas en train de nous raconter des salades ? Eh oui, on parle bien d'huile d'olive ou d'huile de pied de bœuf. On va pas vous le cacher, c'était clairement pas l'idéal, mais il faudra attendre 1950 avant que les premières huiles synthétiques apparaissent.
Du coup, bien que la lubrification aidait à diminuer les frottements, il a bien fallu trouver d'autres moyens, car ces huiles étaient clairement pas faites pour durer dans le temps. Ce qui nous amène enfin au sujet de cette vidéo. Ah ben putain, ça c'était de l'intro, hein. Donc pour diminuer les frottements, il a fallu aller chercher du côté des matériaux, puisque jusque-là c'était de l'acier poli et du laiton huilé, mais ça restait pas idéal surtout pour les montres. C'est en 1704 que l'astronome et opticien suisse Nicolas Facio de Dhuillier a découvert le moyen de percer le rubis naturel, permettant ainsi son utilisation comme palier dans les montres. Comme des paliers des escaliers. Non. Les paliers, c'est le terme technique pour parler des trous de pivotement qui possèdent un petit réservoir pour garder l'huile. Et bien avant d'utiliser les rubis, comme dit précédemment, les premiers étaient directement faits dans le mouvement et étaient en laiton, matière qui composait les mouvements. Puis, on a utilisé des paliers en bronze ou en beryllium qui sont des matières naturellement poreuses et qui gardaient mieux l'huile. Et ouais, eux, pour le coup, étaient insérés dans les mouvements. Ouais, car on s'est pas amusé à complètement changer la matière puisque le laiton allait très bien pour tout le reste. Et pour finir, on a utilisé des rubis. Ouais, sauf qu'on n'a toujours pas dit pourquoi on était passé au rubis, hein. En effet. Et la raison est toute simple, c'est juste que la matière qui offre un coefficient de frottement le plus bas pour une usure très faible dans le temps. On parle d'un coefficient de frottement bas, car le rubis est une matière très dure, comme l'acier trempé, ce qui fait qu'on peut facilement la polir et de manière très fine, et que ce dernier va vraiment bien résister à l'usure du temps. Chose qu'on ne peut pas faire avec le laiton qui lui va se faire ronger par l'acier. En théorie, la matière qui a le meilleur coefficient de frottement, c'est l'acier et le plastique. Sauf que le plastique va se bouffer encore plus vite, d'où le fait qu'on utilise toujours des rubis de nos jours. Et accessoirement, le plastique, ça n'existait pas à cette époque-là. Oui, car pour rappel, la première montre à utiliser des rubis date de 1704. Elle a été basée sur le brevet de Nicolas Facio de Dhuillier, comme on l'a dit, mais elle a été créée par l'horloger français de Beaufray. Par contre, c'est principalement Abraham Louis Breguet qui l'a démocratisé dans ses montres. Et oui, encore lui, hein. D'ailleurs, retenez bien son nom, il risque de revenir quelques fois dans nos vidéos. Hein. Et pour votre culture personnelle, les premiers plastiques sont apparus au milieu du 19e siècle, mais ont surtout été produits en série dès 1907 avec la bakélite. Donc on est bien clairement 200 ans après tout ce qu'on vient de dire là. Hein. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on parle du même rubis que celui qu'on utilise sur les bijoux, le bijou de la reine, genre la couronne impériale d'apparat. Exactement, on parle de ces perles-là qui valent actuellement pour l'entrée de gamme pas loin de 3000 € du carat, et le haut du panier dont on a trouvé les prix commence à 5300 €. Le reste est sur demande, donc vous pouvez bien imaginer que c'est encore bien plus cher. D'ailleurs, à cette époque-là, c'était pas forcément que des rubis, mais ça pouvait être aussi des saphirs, car ce sont tous les deux des corindons, mais c'est juste la couleur qui change, donc aucun impact sur leurs propriétés physiques. Donc on a déjà un premier indice sur pourquoi dans la tête des gens, plus une montre a de rubis, plus elle coûte cher. Sauf qu'en fait, non. Et ouais, car en 1892, le professeur Auguste Verneuil a développé un procédé permettant de créer des pierres artificielles, procédé auquel il donna son nom et qui est encore utilisé dans l'industrie de nos jours. Et histoire de pas du tout vous embrouiller, les montres qui possèdent un verre saphir, c'est la même matière, mais elle n'est pas teintée. Et vous pensez bien que si on a pu produire des pierres artificielles, leur prix est largement inférieur à celui des pierres naturelles. On est globalement à 5 € du carat pour les rubis artificiels actuellement, soit 0,1% du prix par rapport aux pierres naturelles. Donc oui, les rubis sont un gage de qualité pour la précision et la durée de vie des montres, mais clairement pas une plus-value pour la vente. Malheureusement, les marques ont profité de cet engouement et ont proposé des montres avec plein de rubis, alors qu'en fait, ils servaient pas tous du tout à faire fonctionner le mouvement. Un bon exemple est la Waltham 100 Jewels. Le nom est anglais pour les rubis qui annoncent 100 rubis, mais qui en réalité en a 17 pour le fonctionnement de la montre. Et le reste, c'est juste pour la décoration. Donc oui, cette montre a plein de rubis synthétiques et ils en ont clairement joué lors de sa sortie en 1969. Mais elle n'est pas plus précise qu'une montre de la même époque, avec seulement 18 rubis, et c'est pas les rubis qui vont faire sa valeur. D'ailleurs, pour éviter que cela ne se reproduise à nouveau, la norme ISO 1112 a été introduite en 1974 pour éviter ce genre de marketing peu honnête de la part des marques. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, ça fait déjà pas mal d'informations. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, abonnez-vous et activez les notifications pour être au courant de nos prochaines vidéos.
N'hésitez pas à partager nos vidéos et à nous lâcher un pouce bleu, ça nous permet d'avoir un meilleur référencement. Et si vous voulez avoir des infos en avance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. On essaye d'être régulièrement actifs dessus. En attendant, pour ceux qui veulent creuser un peu plus ce sujet, on vous met toutes les sources en description. Du coup, on vous souhaite tout de bon et à la prochaine. Aujourd'hui, on va débunker la croyance populaire. Populaire. Populaire, hein, Ah, populaire, C'est la populaire. C'est la populaire, Vas-y, on refait tout, hein. C'est en 1704 que l'affrontement L'affrontement. est opticien. Ruby. Allez, Ruby. On est dans le Ruby. Allez, Ruby. Allô. C'est en 17... Ah ya 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 ya. Qu'est-ce que j'ai refait de nouveau? Non, c'est bon. Voilà. Lorsque deux Le frottement dépend aussi beaucoup de la La portière. Ça dépend de la portière. Eh